Donc, bonjour à tous. Alors, c'est un plaisir d'être connecté aujourd'hui avec vous. Donc, pour vous présenter ce webinaire. Alors, juste donc ce webinaire, il est organisé par le centre Strassen. Donc là, on a juste une petite diapositive pour vous présenter notre centre, qui est un centre qui s'intéresse aux troubles du neurodéveloppement à Strasbourg, avec l'aspect clinique, l'aspect recherche, à la fois en biologie, chimie et en sciences humaines et sociales. Et donc, l'idée du webinaire d'aujourd'hui, c'était vous parler de génétique et de troubles du neurodéveloppement. Donc, c'est un webinaire qui aura lieu en deux parties. La première partie aujourd'hui, c'est ce qui va toucher autour enfin, les enjeux de la clinique et de la recherche dans la génétique des troubles du neurodéveloppement. Et puis, il y aura un autre webinaire au mois de mars qui parlera plutôt de l'impact du diagnostic génétique. Donc, aujourd'hui, on va plutôt parler du diagnostic, des bases génétiques, du diagnostic génétique et un petit peu aborder à quoi ça sert en fait d'avoir un diagnostic génétique, mais ça sera plus abordé au prochain webinaire. Donc, on va faire cette présentation en duo, donc avec ma collègue Salima El-Cheadé, qui est généticienne clinicienne, comme elle a été présentée, au service de génétique médicale des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc, c'est elle qui fait les consultations de génétique avec les familles, les patients et les familles, et donc elle vous en dira un mot dans sa présentation. Et moi, de mon côté, je travaille aussi aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, mais côté laboratoire, où je suis généticienne moléculaire. Et donc, c'est moi qui réalise les analyses génétiques qui, du coup, sont demandées par ma collègue. Et j'ai une activité recherche également, donc au sud de Strasbourg, dans un institut de recherche qui s'appelle l'IGBMC, où là, on essaye de comprendre un petit peu, finalement, quelles sont les conséquences des variations génétiques qu'on a pu identifier chez des personnes avec troubles du neurodéveloppement. Donc, je vais commencer. Donc voilà, ça c'est les deux équipes. Donc l'équipe de laboratoire au laboratoire de diagnostic génétique et l'équipe de recherche. Donc c'est un peu pour vous montrer qu'on n'est pas tout seul. Il y a pas juste nous qui travaillons et donc on est très nombreux dans ces équipes à faire à la fois le diagnostic ou la recherche sur les troubles du neurodéveloppement. Euh, alors, on va rentrer dans la première présentation qui ensuite, donc je vais vous présenter un petit peu les bases génétiques en fait des troubles du neurodéveloppement et je laisserai ma collègue, le docteur Elchéadé, vous présenter un petit peu plus l'impact finalement, dans quel cas il faut consulter en génétique, éventuellement faire des analyses génétiques et quel est l'impact du diagnostic génétique qu'on peut obtenir grâce à ces analyses. Donc, les troubles du neurodéveloppement, alors si vous êtes connecté aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Donc, vous connaissez tous les troubles du neurodéveloppement, mais je vais quand même très rapidement les redéfinir. Donc, les troubles du neurodéveloppement, maintenant, c'est un ensemble d'entités qui sont présentées ici, qui regroupent à la fois l'autisme ou les troubles du spectre de l'autisme, les troubles du développement intellectuel, qu'on appelait avant déficience intellectuelle, les troubles de la communication, troubles des apprentissages, troubles moteurs, troubles de déficit de l'attention et hyperactivité et autres troubles du neurodéveloppement qu'on ne peut pas forcément mettre dans des cases. Alors nous, en génétique, on y associe aussi les épilepsies développementales qui vont apparaître très tôt durant la vie et qui partagent des causes génétiques en commun avec d'autres troubles du neurodéveloppement. Donc c'est pour ça qu'on les met un petit peu dans la même catégorie. Alors, la définition des troubles du neurodéveloppement, c'est des troubles qui affectent le développement cognitif et ou affectif de l'enfant et qui vont entraîner un retentissement important sur son fonctionnement adaptatif au niveau scolaire, social et familial. Et en fait, ça va être la conséquence de certaines altérations qui ont pu avoir lieu au cours du développement du cerveau. Donc là, vous sont représentées les grandes étapes un peu du développement du cerveau qui commence vraiment dans la vie in utero et qui va se prolonger après la naissance, voire jusqu'à l'adolescence. Et vous pouvez voir ici de grandes étapes. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais vous avez par exemple la prolifération des cellules souches progénitrices, les cellules qui vont d'abord proliférer, puis ensuite se différencier pour donner des neurones, qui est vraiment l'unité de base du cerveau. On va avoir la différenciation de ces neurones, leur migration pour aller aux endroits où c'est important qu'ils soient pour le bon fonctionnement du cerveau. Et puis ensuite, on va avoir la mise en place de communication entre ces neurones. Et donc ça, c'est un peu les grandes étapes du cerveau. Et donc si quelque chose ne fonctionne pas, donc c'est vraiment très orchestré ce développement, et si quelque chose ne fonctionne pas correctement, ça peut du coup altérer le développement du cerveau et son fonctionnement après la naissance, et donc conduire à un trouble du neurodéveloppement. Alors, on va trouver des facteurs, à la fois des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux qui peuvent venir altérer ce bon développement du cerveau et donc causer des troubles du neurodéveloppement. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser principalement aux facteurs génétiques qui sont impliqués. Donc,
Les facteurs génétiques, ils vont être importants pour l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, mais vous allez voir qu'ils vont pas être exactement les mêmes. Alors, on va prendre comme exemple aujourd'hui plutôt les TDI, donc la déficience intellectuelle, et les TSA, donc l'autisme, pour illustrer un petit peu finalement cette différence de contribution des facteurs génétiques dans ces troubles du neurodéveloppement. Mais on a aussi des facteurs génétiques importants pour les troubles de l'attention ou tous les troubles 10 hein, des apprentissages. Alors, pour pouvoir s'intéresser aux facteurs génétiques, on va revenir un petit peu sur qu'est-ce que la génétique, hein, juste des rappels un petit peu formels. Donc, vous savez que les cellules qui composent le corps humain, chaque cellule, donc il y a des milliards de cellules qui composent le corps humain, et chaque cellule va, à l'intérieur d'une petite enveloppe qui est dans cette cellule, qui est son noyau, contenir l'information génétique. Donc, chaque cellule du corps humain contient cette information génétique qui est représenté ici. Donc, on voit des chromosomes hein, qui vont être vraiment le support de cette information génétique. Et on a tous 23 paires, donc 23 fois 2 chromosomes, qui sont des paires de chromosomes identiques, à part pour les chromosomes sexuels qui sont X et Y. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces chromosomes? Ben, il va y avoir cette information génétique dont l'alphabet ne comporte que 4 lettres, un C, A, T, G. Et donc, c'est cette suite de lettres qui va faire des mots, des phrases et qui va être vraiment le support de cette information génétique. Et donc, on pourrait imaginer des livres où on va lire des phrases avec ces 4 lettres. Et donc, l'ensemble du génome humain pourrait être représenté comme une encyclopédie, avec chaque tome étant un des chromosomes. Et donc, chaque tome contient un bout de cette information génétique. Au total, dans cette information génétique, on va avoir des entités plus importantes que d'autres qui s'appellent les gènes, et on a 25 000 gènes qui vont être répartis sur ces chromosomes et qui vont être aussi codifiés de la même façon, donc avec ces lettres C, A, T, G. Et donc, comme les chromosomes sont en 2 copies, enfin en 2 exemplaires, chacun des gènes va se retrouver également dans le génome présent en 2 copies, et ça, c'est quelque chose d'important pour comprendre après les mutations et les bases génétiques et les différents types de bases génétiques. Donc, à part pour les chromosomes sexuels, chaque chromosome est en double et donc chaque gène qui va se trouver sur ces chromosomes est présent en 2 copies dans le génome. Alors nous, quand on fait une analyse génétique, il y a eu plusieurs types d'analyse génétique, mais on a beaucoup progressé au niveau de nos technologies d'analyse génétique et maintenant on est capable de lire finalement l'intégralité du livre. Donc c'est ce qu'on appelle le séquençage de génome, où là on va vraiment lire tout le livre pour un individu, ou alors on va s'intéresser plus à certaines pages, et là on va faire ce qu'on appelle un séquençage de certains gènes, ou alors un séquençage de l'ensemble des gènes, mais seulement les gènes du génome. Et donc, ce qui s'appelle le séquençage d'exomes. Donc, on peut avoir maintenant les différents types d'analyses qui vont être faits, mais se démocratise de plus en plus l'analyse de séquençage de génome, qui est vraiment la lecture du livre en entier pour être sûr de tout voir, toutes les variations génétiques qui peuvent être présentes. Alors, en parlant de variations génétiques, parce que donc on a tous à peu près le même génome, hein, mais on va avoir des variations génétiques. Donc, ce génome, il est composé, si on prend toutes les lettres qui sont composées, qui sont contenues dans cette grande encyclopédie, on a 3 milliards de lettres en tout. Et désolé, il manque un S. Donc 3 milliards de lettres. Et pour l'ensemble du génome, on considère que si on prend 2 individus de même sexe, on va avoir à peu près le même génome, mais à une petite variation près. Donc, on a 0,1% de variation entre 2 génomes. Donc 0,1% de variation, ça fait vraiment pas beaucoup. On se ressemble tous beaucoup au niveau de notre matériel génétique, mais 0,1% de 3 milliards, bah, ça fait quand même 3 millions. Donc on considère que si on compare 2 génomes de même sexe, on a à peu près entre 3 et 5 millions de variations, donc de différence entre ces 2 génomes. Et ces variations, soit elles vont n'avoir aucun effet, soit elles vont contribuer à la diversité humaine, hein. C'est ça qui va faire qu'on a des couleurs de cheveux, d'yeux, de peau, des tailles différentes, etc. Soit elles vont contribuer à l'apparition de maladies ou de troubles, et donc elles peuvent être des facteurs de risque, donc juste augmenter le risque de développer une maladie ou un trouble, ou au contraire être vraiment directement responsable de cette maladie ou de ce trouble. Et donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail après, parce que c'est des notions importantes. Est-ce que c'est un facteur de risque ou est-ce que c'est une variation responsable de la maladie ou du trouble? Alors, juste pour vous illustrer, on a 2 types de grands changements, de grandes variations dans notre génome. On peut avoir un changement qui va toucher seulement une lettre. Par exemple, vous avez un G à une position particulière et chez un individu, ça va devenir un A. Donc, on a ce changement de lettre qui peut avoir un effet très important ou qui peut aussi n'avoir aucun effet suivant l'endroit où ça apparaît dans l'ensemble du génome. Et puis, on peut avoir des variations qu'on appelle des anomalies du nom. Donc là, on appelle ça des variations ponctuelles.
On peut également avoir des anomalies du nombre de copies. Donc là, on ne va pas changer une lettre, mais on va avoir un bout de paragraphe, par exemple un paragraphe en plus ou en moins, donc qui va être enlevé ou qui va être dupliqué dans le génome, ou carrément une page en entier. C'est comme si vous aviez arraché une page, elle n'est plus là, ou alors qu'au contraire, elle est présente en 2 exemplaires au lieu d'un seul quand on lit le livre. Et donc, à la fois, ces variations ponctuelles et ces anomalies du nombre de copies peuvent n'avoir pas d'effet ou avoir un effet, ou même prédisposer ou causer des maladies. Alors, si on revient aux troubles du neurodéveloppement, c'est important de savoir qu'en fait, on peut distinguer deux formes qui impliquent des facteurs génétiques et qui vont avoir des conséquences un petit peu différentes en termes de potentialité d'avoir un diagnostic génétique ou même prise en charge derrière avec ce diagnostic génétique. Ce sont donc d'un côté des formes simples et d'un côté des formes complexes. Donc, ce qu'on appelle forme simple, nous, en génétique, c'est quand une seule variation génétique, donc ça peut être un changement de lettre ou une anomalie du nombre de copies, mais c'est une seule variation qui peut être rare dans la population ou même unique à un individu, et cette variation est directement responsable de son trouble ou de sa maladie, donc responsable du TND. Une seule variation génétique responsable du TND, donc on va appeler ça une forme simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que si une seule variation chez un individu est responsable de son TND, c'est pas forcément la même d'un individu à l'autre. Donc là, je vous ai mis 3 individus avec trouble du neurodéveloppement. Le premier, il a une variation dans le gène A qui est responsable de son TND, mais le deuxième, c'est une variation dans un autre gène, le gène B, et le troisième encore dans un autre gène. Mais à chaque fois, c'est une variation responsable de son TND. À l'opposé, on va trouver des choses qu'on appelle des formes plus complexes, où là, vous avez plusieurs variations qui vont contribuer à l'apparition d'un TND. Donc de la même façon, ça peut être un changement de lettre ou aussi une anomalie du nombre de copies. Et cette fois-ci, ce n'est pas une variation qui va causer le TND, mais c'est en fait un ensemble de variations génétiques, plus éventuellement des facteurs de l'environnement qui, cumulés les uns aux autres, vont faire qu'il va y avoir apparition d'un trouble du neurodéveloppement. Mais chacun de ces facteurs, que ce soit génétiques ou environnementaux, pris isolés, n'est pas responsable du trouble du neurodéveloppement. Donc, il va falloir qu'on ait une accumulation de facteurs qui chacun augmente notre risque de développer un trouble du neurodéveloppement pour finalement développer un trouble du neurodéveloppement. Donc, on pourrait représenter ça comme ça. Donc, 3 individus avec trouble du neurodéveloppement, il y en a un, en fait, son trouble du neurodéveloppement va être la résultante d'un facteur de risque, donc une variation génétique dans le gène A, qui toute seule ne cause pas un trouble du neurodéveloppement, mais cumulé à un autre facteur de risque dans le gène B et un autre facteur de risque dans le gène C, va faire qu'il va développer un trouble du neurodéveloppement. Pour un autre individu, ça va être le même facteur de risque dans le gène B, mais d'autres facteurs de risque dans les gènes E, dans les gènes F ou G, par exemple, qui va être responsable de son trouble du neurodéveloppement. Et dernier exemple, alors cette fois-ci, on aura un individu qui aura une variation dans un autre gène, le gène H et le gène I, plus un facteur de l'environnement qui va être un facteur de risque de développer un TND. Et c'est la combinaison des 3 qui va faire qu'il a un TND. Alors, on peut schématiser ça comme ça, mais dans la réalité, nous, on n'est pas capable encore, pour l'instant, en génétique, de prédire, d'identifier vraiment avec certitude ces facteurs de risque et de dire cet individu, c'est parce qu'il cumule ce facteur de risque et celui-là qui va avoir un TND. Parce qu'il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés, d'autres qui n'ont pas été identifiés. On est loin d'avoir tout compris et tout identifié dans les facteurs environnementaux. Donc, pour ces formes complexes, on sait qu'il y a des facteurs génétiques, mais on n'est pas capable de donner une réponse individuelle à quelqu'un et de lui dire le trouble du neurodéveloppement est la conséquence de voilà la liste de facteurs de risque génétiques et environnementaux qu'on a pu identifier. Donc, du coup, ce n'est pas du tout le même enjeu de faire une recherche génétique dans les formes simples et dans les formes complexes. Alors, je vais passer là-dessus, parce qu'on ne va pas avoir le temps vraiment de détailler ces formes complexes, mais je pourrais revenir là-dessus au cours des questions. Mais donc, pour vous montrer que si on prend les troubles du neurodéveloppement, on va avoir des gens qui vont avoir un trouble du neurodéveloppement dû à une forme simple, donc une variation génétique qui est directement responsable de son trouble du neurodéveloppement. Et dans ces cas-là, ça vaut le coup d'aller le rechercher en faisant une analyse génétique, puisqu'on va obtenir dans ces cas-là un diagnostic moléculaire. On aura identifié la cause du trouble du neurodéveloppement. Ça va permettre, et ça je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ma collègue en parlera, d'avoir accès à un conseil génétique, de pouvoir rejoindre des associations, d'adapter la prise en charge et éventuellement, s'il y a des essais cliniques, d'y participer. À l'opposé, on va avoir un certain nombre de patients qui vont avoir un TND qui, cette fois-ci, va être dû à une forme complexe, donc avec plusieurs facteurs génétiques, des facteurs de l'environnement qui vont s'accumuler et contribuer au fait qu'il va y avoir apparition d'un trouble du neurodéveloppement.
Et donc ça peut être intéressant de l'étudier au niveau génétique. Quand on prend une population en entier, on va pouvoir identifier des facteurs qui sont plus présents chez des personnes avec TND que chez les personnes qui n'ont pas de TND et se dire que ces facteurs génétiques, ces variations génétiques, c'est des facteurs de risque. Mais par contre, on n'a aucun bénéfice individuel pour l'instant de ces analyses génétiques. On ne peut pas rendre au niveau individuel, on ne peut pas expliquer la cause du TND dans ses formes plus complexes. Alors nous, on va s'intéresser pour les analyses génétiques à ces formes simples et c'est celle-là pour lequel, pour l'instant, on préconise une analyse génétique puisque c'est ça qu'on peut identifier et qui peut avoir un impact ensuite pour la prise en charge du patient et de sa famille. Alors, comment on fait? Donc, ces formes génétiques simples, comment on les identifie? Donc, on va partir d'un prélèvement de sang qui va être réalisé après la consultation génétique si l'analyse génétique est pertinente, donc au regard du généticien clinicien qui va décider ça. On va récupérer, donc on va extraire l'ADN de ce prélèvement de sang et on va faire ce qu'on appelle un séquençage. Donc le séquençage de génome, je vous disais, c'est on séquence vraiment tout l'ADN. Donc l'intégralité du génome de la personne va être séquencée. Et ensuite, ben, on va regarder tout ce qui est différent chez cette personne par rapport à un génome de référence. On va regarder les variations ponctuelles, mais également les anomalies du nombre de copies. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'en fait, on a 3 à 5 millions de différences entre 2 génomes. Donc, entre le génome de la personne qu'on va analyser et un génome de référence, on va trouver 3 à 5 millions de variations. Donc là, il y a un gros travail à faire pour essayer d'identifier la variation responsable. Et donc, je vous ai illustré, c'est comme chercher un peu une aiguille dans une botte de foin. Donc on va avoir de l'aide, hein, des filtres bioinformatiques, etc. On utilise des arguments qui vont nous aider à prioriser la variation qui pourrait être la plus intéressante à regarder, hein, pour ne pas regarder les 5 millions de variations. Mais c'est quand même un travail qui est le travail du généticien moléculaire, qui peut être compliqué. Alors parfois, on va chercher la variation responsable parmi ces 3 à 5 millions. Donc parfois, c'est l'aiguille, en fait, elle va clignoter très fortement au milieu du tas de foin et donc on va la voir directement et dire, ah bah oui, c'est celle-là, elle est responsable du trouble du neurodéveloppement chez ce patient. Et puis parfois, ça va pas être le cas, elle va plus ressembler à un brin de paille et donc ça va être plus compliqué de l'identifier. On sait même que dans certains cas, il y a une variation responsable, hein, mais on n'arrive pas encore à l'identifier parce qu'on n'a pas les connaissances suffisantes en génétique pour pouvoir prioriser et identifier cette variation. Donc, si je reprends ces formes simples où il y a une variation génétique qu'on est capable d'identifier en faisant une analyse génétique, donc un séquençage de génome. Donc, en fait, ça représente des formes génétiques rares. Et je vous disais que même si une seule variation est responsable du TND chez un patient, suivant les patients, ce ne va pas être le même gène, la même variation et le même gène qui va être touché. Et donc, on a répertorié jusqu'à présent, enfin à l'heure actuelle, on sait qu'il y a plus de 1700 gènes qui, quand ils sont mutés, peuvent conduire à une forme génétique rare de trouble du neurodéveloppement. Alors, ils sont référencés dans cette base de données qui s'appelle 6NDD. Mais donc, vous pouvez voir au cours du temps, hein, l'augmentation du nombre de gènes qui a été identifié. Donc là, c'est une publication de 2021, donc on était à peu près à 1000 gènes, et là, en 2025, on est à 1700 gènes au moins. Alors, c'est important de mieux comprendre quelles sont les formes génétiques rares associées aux mutations de ces 1700 gènes. Et donc, pour ça, on a un projet à Strasbourg dont je voulais vous dire un mot, mais ma collègue en reparlera, qui est le projet Génida. Vous trouvez l'adresse ici, qui s'adresse aux patients et aux familles qui ont eu un diagnostic génétique, donc pour lequel on a identifié la cause génétique du TND et qui peuvent du coup rentrer des informations sur toutes les manifestations cliniques, on va dire, associées à cette mutation dans ce gène spécifiquement. L'idée, c'est de mieux comprendre ces différentes formes génétiques parce que vous verrez qu'en fait, une mutation dans un gène ne donne pas forcément la même conséquence qu'une mutation dans un autre gène. Alors, il faut savoir aussi que parmi ces 1700 gènes, ça va être des gènes qui vont pouvoir, c'est les mêmes gènes qui vont être impliqués dans des formes rares de troubles du développement intellectuel, donc déficience intellectuelle, et de troubles du spectre de l'autisme, donc autisme. Donc, on a vraiment un fort chevauchement dans les gènes impliqués, même entre différentes formes de troubles du neurodéveloppement. Donc, dans la plupart des cas, donc parmi ces 1700 gènes, hein, on a différents modes de transmission dont on vous parlera un petit peu après. Mais quand on fait une analyse génétique chez des patients qui ont un trouble du neurodéveloppement, quand on trouve quelque chose, dans la majorité des cas, plus de 75%, il va s'agir d'une forme autosomique dominante, c'est-à-dire qu'il suffit qu'une seule copie sur les 2 copies du gène soit mutée pour conduire à un trouble du neurodéveloppement. Donc là, vous avez un enfant qui va présenter un trouble du neurodéveloppement.
Une des copies de son gène est mutée, l'autre n'est pas mutée, mais ça suffit quand même à conduire au TND. Et dans la majorité des cas, cette variation est de novo, c'est-à-dire qu'elle n'est pas présente chez les parents. Donc, il y a un facteur génétique très important, mais il n'a pas été transmis par les parents, il est apparu de novo, et ça a un impact sur le risque de récurrence qui va du coup être très faible, et ma collègue reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors là, je voulais juste pour vous présenter un exemple du syndrome d'une mutation, par exemple, dans un des gènes qui est localisé sur le chromosome 21 qui s'appelle DIRCA. Et quand une copie de ce gène est mutée, ça cause ce qu'on appelle le syndrome DIRCA. Le syndrome DIRCA, il est caractérisé par un TDI, donc une déficience intellectuelle chez tous les patients, mais de l'autisme chez la moitié des patients et de l'épilepsie chez un peu moins de la moitié des patients également. Et au-delà de ces troubles du neurodéveloppement, ces personnes qui vont porter une mutation dans le gène DIRCA, ils vont aussi présenter d'autres signes en commun. Par exemple, là, c'est des photos d'enfants qui ont une mutation dans le même gène, ce gène DIRCA, et vous voyez peut-être qu'ils se ressemblent. En fait, ils vont partager des caractéristiques physiques en commun, donc au niveau des traits du visage, mais aussi, par exemple, ils vont avoir des troubles de l'alimentation, ils vont avoir une taille de tête plus petite que d'autres enfants, etc. Donc ça, ma collègue en reparlera tout à l'heure. Elle vous détaillera quelques formes de génétique rares comme ça, de troubles du neurodéveloppement. Mais là, c'était pour vous illustrer que dans ce cas-là, toutes les personnes atteintes vont avoir un trouble du développement intellectuel assez fort. Donc, quand il y a une mutation dans ce gène, ça donne quand même une manifestation clinique qui est assez sévère avec un trouble de déficience, un trouble du développement intellectuel assez sévère. Mais on va avoir d'autres formes où c'est pas trop le cas. Donc, un autre gène qui s'appelle le gène KMT2A. Donc, pareil, hein, c'est une mutation de novo qui va arriver et toucher une seule des deux copies du gène, qui cause un syndrome qu'on appelle le syndrome Wien-Steiner. Mais cette fois-ci, vous voyez que les individus qui présentent un trouble du développement intellectuel, ben, en fait, il y en a pas 100% comme pour le syndrome d'IRCA, mais il y en a moins. Donc, et ce trouble du développement intellectuel, il va être de sévérité plutôt variable. En fait, il va y avoir des enfants très atteints et d'autres moins atteints, alors qu'ils ont une mutation dans le même gène. Pareil, il y a moins d'enfants qui vont avoir de l'autisme, l'épilepsie va être également variable. Et on va même avoir des cas parfois où la variation n'est pas arrivée de novo, mais elle est présente chez un des parents. Et soit ce parent a une forme très légère de trouble du neurodéveloppement, donc ça peut être un trouble du développement intellectuel léger, ou même juste un trouble des apprentissages. Mais par contre, son enfant va avoir la même variation, mais va être beaucoup plus sévèrement atteint. Ou même dans certains cas, le parent n'a pas de manifestation clinique, alors qu'il possède la variation, alors que son enfant en a. Et donc, ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui contribuent. Et pour l'instant, on ne comprend pas très bien encore pourquoi chez certaines personnes, il va y avoir une manifestation sévère et d'autres une manifestation moins sévère, alors qu'ils portent la même variation dans le même gène. Donc, on appelle ça une variabilité d'expression associée à une variation dans un gène. Alors, je voulais vous dire un petit mot des modèles d'études, donc parce qu'on parle un peu de recherche. Donc, en fait, ces formes génétiques rares de troubles du neurodéveloppement, une fois qu'on a identifié la variation dans le gène, donc on va avoir plusieurs patients qui vont avoir des variations dans le même gène, mais on va se dire, bah, maintenant, on aimerait comprendre pourquoi des variations génétiques, donc pourquoi perturber le fonctionnement de ce gène va conduire à une altération du bon développement et du bon fonctionnement du cerveau. Et donc ça, pour faire ça, donc on a besoin d'abord d'avoir identifié les gènes impliqués et ensuite on a besoin d'avoir recours à soit des modèles animaux, soit des modèles cellulaires pour essayer de comprendre ce que le gène fait au cours du développement du cerveau. Et donc les modèles animaux qui sont couramment utilisés dans les laboratoires, c'est par exemple des modèles souris, des modèles poisson-zèbre, hein, c'est ce petit poisson ici qui est transparent, donc on peut voir pas mal de choses chez lui, ou alors la drosophile. La drosophile, c'est la mouche du fruit, c'est celle que vous pouvez voir tourner un peu autour des fruits pourris qu'on a dans les cuisines. Et donc, on peut utiliser ces modèles dans lesquels on va faire en sorte que le gène soit inactivé. Donc, on va mettre une mutation génétique dans ce gène pour qu'il ne puisse plus s'exprimer et on va regarder ensuite ce qui se passe. Donc là, vous avez un exemple. On peut regarder ce qui se passe sur le développement du cerveau. Vous avez ici le poisson zèbre, donc au cours du développement. Donc, ça, c'est la larve de poisson zèbre. Et ce qu'on peut voir, on peut voir le cerveau chez un poisson zèbre contrôle. Et ici, le cerveau, chez un poisson zèbre, où on a inactivé le gène dont on veut étudier la fonction au cours du développement du cerveau. Et ce que vous pouvez peut-être voir ici, c'est que la taille de la tête de la larve de poisson zèbre est réduite quand on a muté le gène par rapport à un poisson zèbre contrôle. Ce qui nous permet de voir que vraiment, quand on affecte ce gène, on va altérer le bon développement du cerveau. Puis après, on peut faire des analyses un peu plus poussées pour voir quelles sont les structures du cerveau qui peuvent être touchées.
Ce qu'on peut également faire, donc on peut faire ça chez la souris, dans d'autres modèles, mais on peut également, surtout avec la souris, mettre en place des tests au niveau phénotypique. On peut voir la conséquence d'une variation génétique sur la mémorisation, l'apprentissage de la souris, ses interactions sociales, éventuellement les troubles moteurs que peut avoir la souris. Donc pour la souris, par exemple, vous pouvez faire un test qui s'appelle la reconnaissance du nouvel objet. Donc on va mettre deux objets, on va mettre un objet à une souris, elle va aller voir cet objet, puis après on lui remet cet objet avec un autre objet. Normalement, la souris est attirée par le nouvel objet. Donc si elle va vers le nouvel objet plus souvent, c'est qu'en fait, elle a retenu que l'autre, elle l'avait déjà vu. Si en fait elle va vers les deux objets, c'est qu'elle a oublié qu'elle avait vu le premier objet. Donc ça teste vraiment la mémoire. On peut faire ça en mettant quelque chose un objet dans un labyrinthe, par exemple. On va voir si la souris se rappelle dans quel bras du labyrinthe est l'objet. Pour les troubles moteurs, là, c'était juste un exemple avec la mouche, la petite mouche du fruit, là, que vous pouvez tester. On peut voir des mouches, on peut mettre des mouches au fond d'un tube. Normalement, elles remontent la paroi du tube. Et si elles ont une mutation, on peut essayer de voir si elles prennent plus de temps à remonter la paroi du tube que des mouches qui ne seraient pas mutées. Et donc, on peut comme ça utiliser ces modèles animaux pour comprendre l'impact de variations génétiques dans des gènes qui ont été identifiés chez les patients sur le développement et le fonctionnement du cerveau. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser des modèles cellulaires. Donc nous, c'est ce qu'on fait principalement au laboratoire. On utilise surtout des modèles cellulaires, où là, on va essayer d'étudier des cellules qui peuvent un peu mimer ce qui se passe pendant le développement du cerveau. Donc on a, par exemple, je vous parlais tout à l'heure des cellules progénitrices. Donc c'est des cellules qui peuvent se multiplier. Et puis à un moment donné, elles vont se différencier et donner des neurones. Donc nous, on peut travailler sur ces cellules progénitrices in vitro, puis on peut aussi générer des neurones in vitro. Donc, les cellules progénitrices, on va pouvoir voir si elles prolifèrent correctement, c'est-à-dire elles se multiplient correctement, si elles se différencient correctement en neurones, si les neurones, ils établissent des bonnes connexions entre eux et s'ils arrivent à bien communiquer entre eux. Et ça, on peut le faire parce qu'on peut prendre des cellules de peau, par exemple, alors soit des cellules de patients qui ont déjà la mutation, soit des cellules dans lesquelles on va ajouter la mutation en faisant une manipulation du génome. On arrive à très bien faire ça in vitro et on va les différencier en cellules progénitrices neuronales ou en neurones matures, comme ça, dans une boîte de pétri. Donc ça, on sait faire et puis on peut étudier si la mutation affecte la prolifération des cellules progénitrices ou la différenciation en neurones. On peut également avoir des modèles un tout petit peu plus complexes, où là, on fait de la différenciation, mais en 3 dimensions. C'est ce qu'on appelle les organoïdes cérébraux ou qui ont été aussi appelés les, comment on dit? Mini brain en anglais, donc les mini-cerveaux, on va dire. Alors, c'est pas vraiment des mini-cerveaux, vous n'obtenez pas un cerveau du tout dans votre boîte de pétri, mais vous obtenez des amas de cellules qui vont quand même mimer certaines étapes clés du développement du cerveau. Donc, par exemple, là, si on coupe une de ces petites sphères, on va voir à l'intérieur des cellules progénitrices de neurones en vert, et puis on va avoir des neurones différenciés qui sont marqués ici en bleu, et donc vous allez pouvoir voir est-ce que les cellules progénitrices se multiplient bien, est-ce que les neurones se forment bien, est-ce qu'ils migrent bien, etc. Et donc on va pouvoir étudier comme ça l'impact de variations génétiques sur ces différentes étapes qui sont des étapes clés du développement du cerveau. Alors, donc voilà, ça, c'est ça qu'on fait en recherche pour mieux comprendre ces formes simples de troubles du neurodéveloppement. Et c'est vraiment l'étape nécessaire pour envisager éventuellement des approches thérapeutiques qui peuvent être importantes pour des formes sévères de troubles du neurodéveloppement. Mais alors je voudrais juste revenir, donc, avant de passer la parole à ma collègue, sur cette dichotomie un peu forme simple, forme complexe. Donc là, on a parlé vraiment des formes simples, qui sont ces formes génétiques rares sur lesquelles on peut faire une analyse génétique, avoir un diagnostic génétique dans 50% des cas, et puis ensuite regarder à l'aide de modèles animaux et cellulaires pour mieux comprendre l'impact de ces variations sur le fonctionnement, enfin le développement et le fonctionnement du cerveau. Mais il faut savoir qu'on a aussi ces formes complexes dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, la répartition entre les troubles du neurodéveloppement, entre ces formes simples et ces formes complexes, n'est pas toujours la même. Donc, vous pouvez voir que pour les troubles du développement intellectuel, vous avez une grande contribution de ces formes simples qui sont représentées ici. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on va peut-être avoir des formes complexes, mais qui vont contribuer beaucoup moins, en fait, au nombre d'individus qui vont avoir un trouble du développement intellectuel. Ce qui fait que quand on fait une analyse génétique, par exemple un séquençage de génome, on trouve dans 50% des cas, chez ces personnes qui ont un trouble du développement intellectuel, une mutation responsable, la variation génétique responsable. Alors pourquoi on ne trouve pas? C'est peut-être que les autres sont des formes plus complexes ou peut-être que il y a des variations, des petits brins de paille qu'on n'a pas réussi à mettre en valeur et à identifier, mais qui sont là, qui sont responsables, mais on ne les a pas trouvés.
Alors ça, c'est pour le trouble du développement intellectuel, mais si vous regardez pour l'autisme, par exemple, la répartition est complètement différente. Donc pour l'autisme, on va aussi avoir des formes rares, donc formes simples génétiques où il y a une variation responsable de l'autisme, mais elles vont contribuer beaucoup moins si on prend tous les individus avec autisme que pour le trouble du développement intellectuel, et on aura beaucoup plus de formes complexes pour lesquelles pour l'instant on n'est pas capable d'avoir une explication génétique. Et donc, c'est pour ça que quand on fait une analyse de génome chez des patients enfin, chez des individus avec troubles du spectre de l'autisme, on va trouver une variation responsable dans moins de 10% des cas, contrairement à ce qu'on trouve dans les troubles du développement intellectuel. Et donc là, je ne vous ai pas présenté, mais si on prenait par exemple le TDAH, où les facteurs génétiques contribuent très fortement, on sait qu'il y a une grande importance des facteurs génétiques, mais pour l'instant, c'est que des formes complexes, principalement que des formes complexes, qui sont supposées être responsables du TDAH, donc ce qui justifie pas forcément du coup de faire une analyse génétique. Voilà, donc alors juste pour vous dire que dans les cas d'autisme, par contre, il va y avoir des facteurs associés qui vont faire que ça va peut-être faire, augmenter la proportion de formes rares. Donc par exemple, si vous avez un autisme avec trouble du développement intellectuel, petite taille de tête, retard moteur ou autre particularité physique, alors là, votre proportion de personnes qui vont avoir des formes rares de TND augmente et donc du coup, l'analyse génétique se justifie plus puisque plus on rajoute ces autres signes cliniques associés, plus on va augmenter la chance de trouver une variation génétique responsable du TND. Donc, on va passer de moins de 10% à plus de 25% dans certains cas. Et donc, en conclusion de cette présentation, qui va vous être complétée par ma collègue Salima El-Chehadé, l'idée, c'était de vous montrer l'importance des facteurs génétiques dans les troubles du neurodéveloppement, que, en fait, on va avoir des formes simples et des formes complexes, donc des formes rares et des formes complexes, et que la contribution de ces différentes formes n'est pas la même suivant le trouble du neurodéveloppement, donc très importante pour un trouble du développement intellectuel, moins importante pour un trouble du spectre de l'autisme, et encore moins importante la contribution des formes rares, hein, je vous dis, pour un TDAH, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que les facteurs génétiques contribuent moins, hein. Donc, dans tous les cas, ça contribue, mais ce n'est pas les mêmes formes qui vont être impliquées. Et donc, nous, on préconise une analyse génétique pour les formes supposées simples, donc pour certains troubles du neurodéveloppement, mais pas tous. Et aussi pour vous dire que quand il y a une analyse génétique et qu'on ne trouve pas de cause génétique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de facteur génétique impliqué. Soit c'est une forme rare qui n'a pas encore, on n'a pas réussi à identifier la variation, donc on va peut-être revenir sur les données et au fur et à mesure de l'avancée des connaissances, trouver finalement la variation responsable qui était sous nos yeux, mais perdue dans les 5 millions de variations, donc dans la botte de foin. Ou alors, on a affaire à une forme plus complexe qui implique plusieurs facteurs que pour l'instant, donc, on n'est pas capable de détecter et pour lequel on n'est pas capable de faire une prédiction, un retour de prédictif individuel pour le patient et sa famille. Donc, je vais m'arrêter là dans cette présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'éventuellement ma collègue fasse sa présentation aussi et qu'ensuite on prenne toutes les questions ensemble et qu'on y réponde ensemble. Donc, effectivement, moi, je suis le docteur Salima El-Chehadé, comme l'a dit ma collègue, mes collègues. Je suis donc clinicienne dans le centre de génétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et donc, déjà, je vous remercie de m'avoir invité pour parler avec Amélie de ce sujet qui est passionnant. Juste en introduction, donc un petit plan, hein. Je vais d'abord vous présenter le service de génétique médicale dans lequel je travaille, et puis je vais vous parler de l'intérêt des analyses génétiques dans les troubles du neurodéveloppement, en particulier dans les troubles du développement intellectuel, alors je dirais TDI ou DI, hein, en fonction, et les indications de la consultation en génétique médicale. Donc, tout d'abord, le service où je travaille, donc l'Institut de génétique médicale d'Alsace, IGMA, qui est dirigé par le professeur Hélène Dollfus, et qui est situé, vous le voyez, c'est l'espèce de bâtiment de toutes les couleurs, là en bas à droite, tout près du nouvel hôpital civil, donc au centre-ville de Strasbourg. Donc, on a la chance de travailler ici. C'est un bâtiment, en fait, qui n'est pas uniquement du tout dédié à nous, hein. Ce bâtiment-là s'appelle le CRBS, le Centre de recherche biomédicale de Strasbourg. C'est en fait un bâtiment de recherche INSERM, mais nous sommes le seul service hospitalier dans ce bâtiment-là. Le reste est constitué essentiellement de laboratoires de recherche, dont fait partie d'ailleurs le laboratoire de recherche du professeur Dollfus. Et puis là, je vous ai mis juste quelques photos de notre centre de génétique dont on est fier, parce que c'est vrai que c'est agréable de travailler ici. On a une jolie salle d'attente et puis bien conçue, notamment pour les enfants. On a une équipe qui est petite, même si là, elle paraît assez vaste, hein, qui est constituée donc de plusieurs médecins, 4 praticiens hospitaliers, une PIPH, professeur Dollfus, et puis nous avons une pédiatre et des personnes qui travaillent à mi-temps, des conseillères en génétique, nos secrétaires, les psychologues et l'assistante sociale, Marianne Deval, avec qui nous avons la chance de travailler, et puis des infirmières qui sont aux côtés de nous tous les jours en consultation pour prélever les patients qui en ont besoin et l'attaché de recherche clinique.
Alors, dans notre centre de génétique, mais comme dans d'autres centres, hein, il y a plusieurs centres de référence, on appelle ça comme ça, des centres de référence maladies rares. Vous le voyez ici, un qui concerne essentiellement les anomalies du développement, et on appelle ça aussi les syndromes malformatifs, les malformations congénitales. Le centre de référence des déficiences intellectuelles de cause rare, et puis le centre de référence pour les affections rares en génétique ophtalmologique. Donc là, c'est dirigé par le professeur Dolphus, et ça concerne essentiellement les maladies rares de l'œil. Mais au-delà de ça, finalement, nous voyons des patients qui présentent tout type de maladies génétiques en dehors des cancers, ce que nous ne faisons pas d'oncogénétique. Vous voyez là des maladies qui associent des maladies rares aussi bien du cerveau dont font partie les TND, on va en parler après, mais aussi bien les reins, le cœur, les poumons, les os, les maladies rares des vaisseaux sanguins. Donc c'est extrêmement vaste et très transversal. Alors, quel type de patients viennent consulter chez nous? À quel âge? Finalement, tous les âges, hein, du fœtus à la personne âgée. On va en parler juste après. On voit des petits-enfants, puis des couples lors d'une grossesse également. Donc, il n'y a pas d'âge limite dans un sens ou dans un autre pour consulter dans un centre de génétique. Alors, l'intérêt des analyses génétiques, finalement, Amélie l'a dit, hein, il y a eu d'énormes progrès ces 10 dernières années en ce qui concerne les techniques en génétique moléculaire, de nombreuses avancées scientifiques, et on a découvert de très nombreux gènes très récemment, finalement, et ça continue. Mais malgré tout, malgré tous ces progrès, il y a environ la moitié des patients, la moitié des cas qui restent non résolus. Alors là, je parle bien des TND, et un peu plus particulièrement du TDI, du trouble du développement intellectuel. Donc, ça veut dire que presque un patient sur deux, malgré tout, aujourd'hui, n'a pas de diagnostic. Ça signifie donc que ce sont des familles, hein, en errance diagnostique, parfois pendant plusieurs années. Alors, les intérêts, il y en a beaucoup, hein. Là, on va avoir un temps limité, donc je vais commencer finalement par ce qui paraît le plus évident, améliorer le diagnostic chez les patients justement en errance pour diminuer cette errance diagnostique pour les familles. Un exemple concret, j'ai essayé d'illustrer. Ici, c'est le cas d'un patient de 35 ans qui a un trouble du développement intellectuel modéré, il vit chez ses parents. Et pendant son enfance, finalement, il a présenté un retard de développement moteur, un retard de langage, un tour de tête augmenté, une macrocéphalie, on appelle ça, et puis une grande taille, une avance de croissance finalement. Et sa sœur adulte, donc, est en grande demande de conseils génétiques parce qu'elle-même, elle a un projet parental. Ses parents avaient déjà consulté en génétique il y a plusieurs années, puis les analyses étaient normales, y compris les examens d'imagerie. Et donc, il revient finalement en consultation. Il bénéficie d'un séquençage d'exomes dont on parlait justement tout à l'heure, qui a permis de mettre en évidence chez lui une variation pathogène, donc une mutation dans un gène qu'on appelle DNM T3A. Alors, nos gènes ont tous des noms un petit peu curieux. Et ce gène-là, on le connaît, il s'agit d'une pathologie rare, mais des pathologies rares, il y en a plus de 7 à 8 000, donc elles sont toutes différentes. Là, il s'agit du syndrome de Taton-Brown-Raman, du nom des personnes qui l'ont décrit. Et c'est un syndrome qui est caractérisé par certains signes qui ne sont pas très spécifiques, d'autres qui permettent parfois de mener un petit peu au diagnostic, de faire une hypothèse en tout cas, mais des signes pas très spécifiques comme l'hypotonie, le retard de développement un petit peu global, les difficultés intellectuelles. Et puis, il peut y avoir d'autres troubles du neurodéveloppement, tels qu'un trouble du spectre de l'autisme, parfois une épilepsie, et puis cette avance de croissance et cette macrocéphalie qui est quand même, qui peut mettre sur la voie. Il y a d'autres signes, bien sûr, qui peuvent être décrits. Alors, on est allé plus loin quand c'est comme ça, on lance une analyse génétique et puis on recherche cette mutation chez les parents lorsque l'ADN des parents est disponible. Et là, ça a pu montrer que les parents n'étaient pas porteurs. Amélie parlait tout à l'heure de mutation de novo, c'est tout à fait ça. On parle de néomutation. Ça signifie que les parents n'en sont pas porteurs, que ça n'a pas été hérité. Alors, quel est l'intérêt pour la famille finalement d'obtenir un diagnostic dans ces situations-là? Évidemment, ça, c'est la fin d'une longue odyssée, hein, dans ce cas-là de plus de 30 ans d'errance. Et puis souvent, ce que nous disent les parents en consultation, c'est que ça a permis une déculpabilisation. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas de quoi être coupable, bien évidemment, mais humainement parlant, c'est quand même fréquent, voire très fréquent, que des parents se posent la question, mais finalement, qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'il s'agisse de la grossesse, avant, pendant, après, qu'est-ce que j'ai pu faire? C'est forcément de ma faute. Souvent, ce sont un peu plus les mamans d'ailleurs qui disent ça, mais parfois les deux parents. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour qu'il y ait ce problème chez notre enfant? Donc là, on sait très bien que c'est survenu, voilà, spontanément. Personne n'a rien fait de mal, c'est comme ça. Et ça permet aussi ce résultat, un conseil génétique finalement rassurant pour la sœur qui était à l'origine de cette deuxième consultation. Avec un petit arbre généalogique à droite, vous voyez que la mutation est présente chez le patient, mais pas chez ses parents et pas chez les sœurs.
Donc là, ça permet d'insister sur le fait que parfois on a des idées reçues. Une maladie génétique n'est pas toujours transmise, hein, loin de là. Loin de là, et notamment dans le TDI, souvent, il s'agit de, on l'a dit tout à l'heure, de mutations de novo, le plus fréquemment. Et ben voilà, un mode de transmission typiquement comme ça, vous voyez les parents en haut, la maman à gauche et le papa à droite qui ne sont pas atteints, et puis la descendance en bas avec un enfant qui a une mutation survenue spontanément chez lui. Alors, les analyses génétiques, bien sûr, quand il y a des diagnostics, ça permet aussi aux familles de communiquer entre elles, de partager leur expérience, des tips, donc des astuces pour le quotidien, de rechercher des conseils, de se rassembler, de collecter parfois des fonds pour la recherche, et puis par le biais des réseaux sociaux, alors je connais un peu moins bien, je ne suis pas très douée là-dedans, mais je sais que ça prend une grande ampleur et ça peut aider quand même beaucoup, beaucoup de familles pour communiquer entre elles. Alors, un autre intérêt des analyses génétiques, même si ça n'est pas toujours au premier plan, hein, on n'est pas encore très très bon en génétique pour mener un traitement malheureusement directement, mais ça peut quand même parfois améliorer la prise en charge du patient. Là, il s'agit d'un autre cas, un petit garçon, encore une fois, là, un premier enfant, des parents qui vont bien, une grossesse et une naissance qui sont bien passées. Et puis, dès les premiers mois, ce petit garçon, bah, effectivement, il a un décalage dans ses acquisitions motrices. Il a du mal à tenir assis, d'abord à tenir sa tête, à tenir assis, puis à marcher. Il a des difficultés alimentaires et puis il a des infections respiratoires. Il est constipé fortement. Et puis, vers l'âge de 6 ans, il développe une épilepsie sévère qui ne réagit pas très bien au traitement. Il a eu bien sûr plein d'examens complémentaires. Il a été à l'hôpital de nombreuses fois hein, du fait de ses convulsions et puis des infections, et on n'a rien trouvé. Au niveau de la génétique, un examen qu'on appelle l'ACPA ou la CGHRE a retrouvé ce qu'on appelle une duplication, donc un fragment d'une région du chromosome X qui est dupliquée. Et cette région qui est dupliquée, elle comporte un gène, entre autres, parmi d'autres, qu'on appelle le gène MECP2. C'est encore une fois une maladie rare, mais qui est bien décrite. Et en premier lieu, là, une des conséquences premières finalement de ce diagnostic, c'est quoi? C'est que déjà cet enfant-là, on va éviter de l'embêter encore plus avec des examens invasifs, compliqués, qui peuvent être parfois douloureux. Et puis, toujours aussi au premier plan quand même, ce résultat va permettre d'émettre un conseil génétique, de préciser finalement ce conseil génétique pour les parents et pourquoi pas pour la sœur quand elle sera plus âgée, parce que c'est vraiment la demande des parents en consultation. Encore une fois, on va plus loin, on teste les parents. On voit que cette fois-ci, la maman est porteuse de cette mutation. On a dit que c'était situé sur le chromosome X, donc les femmes ont 2 chromosomes X et les hommes n'en ont qu'un. Et dans ce type de situation-là, les femmes, sans le savoir, peuvent être conductrices d'une telle maladie sans avoir de symptômes, ou très peu, ou pas du tout. Donc évidemment, il y a une importance majeure pour la suite, pour l'avenir. Si jamais c'est un couple qui souhaite avoir d'autres enfants, on va pouvoir leur proposer de bénéficier d'un diagnostic prénatal s'ils le souhaitent, bien sûr, parce que ce n'est pas toujours systématique. Et puis, on va pouvoir préciser le conseil génétique des autres personnes de la famille, notamment des autres femmes, puisque dans cette situation, ça se transmet par les femmes. Et parfois, c'est en réinterrogeant la famille que finalement, en cherchant bien loin, peut-être même plus loin au niveau de l'arbre généalogique, plus haut, on s'aperçoit qu'il y a d'autres personnes qui avaient effectivement aussi une déficience intellectuelle, enfin un trouble du développement intellectuel parmi les apparentés, avec des femmes qui, elles, n'avaient pas forcément de symptômes. Donc, un autre intérêt, bien sûr, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, c'est la recherche. La recherche, elle permet beaucoup de choses en génétique. Elle permet d'identifier notamment des nouveaux gènes hein, du TDI régulièrement. Il y a régulièrement des nouveaux gènes qui sont identifiés, on va le voir après avec d'autres exemples, de gènes candidats initialement qui ne sont pas connus chez l'homme en maladie, chez l'homme. Et puis, grâce à la recherche, finalement, on s'aperçoit qu'on identifie une mutation dans un gène non connu chez un patient. Et puis après, grâce aux différentes bases de données internationales et aux réseaux qui marchent très très bien dans le domaine de la génétique, ben, on peut répliquer ces résultats et identifier d'autres patients au niveau international qui ont une mutation, peut-être pas la même, mais dans le même gène. Et c'est comme ça finalement qu'on construit des cohortes de patients dans un premier temps. Puis, si on arrive à publier ces résultats, c'est comme ça qu'on décrit finalement de nouveaux syndromes. Donc, on a parlé de l'étude Génida, qui est assez novatrice, puisque le principe, cette fois-ci, c'est non pas, comme habituellement, que ce sont les médecins qui implémentent une base de données, mais cette fois-ci les familles d'enfants atteints, qui peuvent remplir cette base de données avec finalement les symptômes qu'elles observent et elles décrivent cela. C'est très important parce que ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément nous en tant que médecins. On a une éducation médicale qui est telle qu'elle est, et parfois il y a des signes qu'on ne nous apprend pas. Et on a beaucoup progressé finalement aux côtés des familles qui nous disent, bah, moi j'ai observé ça chez mon enfant, puis on voit d'autres familles, ah bah oui, mais moi aussi,
Et c'est comme ça qu'on fait le lien finalement et qu'on décrit mieux, de mieux en mieux des pathologies rares. Un autre intérêt, toujours dans le cadre de la recherche finalement, c'est d'améliorer les connaissances sur les maladies rares. Là, c'est un exemple vraiment parmi d'autres, un syndrome qu'on appelle le syndrome de KBG, qui finalement était décrit déjà il y a plusieurs années, dès les années 1970, KBG du nom des initiales des familles initialement décrites par le généticien qui a décrit ce syndrome-là, qui avait finalement très bien décrit ce syndrome initialement, qui disait, voilà, les mots-clés un petit peu pour reconnaître ce syndrome-là, ce sont des patients qui ont une taille relativement petite, une morphologie du visage qui se ressemble un petit peu, qui est particulière, un retard de développement intellectuel, des dents trop grosses, des incisives trop grosses, on appelle ça une macrodontie, et puis parfois des anomalies du squelette. Et par la suite, évidemment, la recherche a avancé, on a mieux décrit ce syndrome-là, d'autres signes finalement sont apparus, et on a identifié ce gène en 2011 qui s'appelle ANKRD11, c'est le gène qui est responsable du syndrome KBG. C'est un syndrome qui se transmet aussi sur un mode autosomique dominant, comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc, il a été de mieux en mieux décrit. Ça reste une pathologie rare, mais qui est bien connue, bien décrite maintenant. Et surtout, un des progrès, une des avancées, c'est qu'on a pu montrer que, vous voyez ce que j'ai mis en gras, le TDI, finalement, dans ce syndrome-là, alors qu'initialement, on pensait qu'il était peut-être modéré à sévère, on s'aperçoit qu'il peut être beaucoup plus léger chez d'autres personnes. Et c'est extrêmement variable, même dans une même famille. Et on s'aperçoit qu'il y a des formes familiales de ce syndrome-là, avec des parents qui sont atteints et qui n'ont pas de difficultés intellectuelles, finalement, si sévères que ça. Et donc ça, c'est le temps qui nous l'a appris et la recherche et la description clinique. Une grande variabilité d'expression. On le voit au niveau du degré de sévérité de l'atteinte intellectuelle, mais même au niveau de la morphologie. Vous voyez les patients qui sont à gauche, puis ceux qui sont à droite. Certains se ressemblent, mais finalement, ce n'est pas toujours si évident que ça. On s'aperçoit que finalement, on appelle ça dans notre jargon une hétérogénéité clinique, finalement, génétique et clinique. Dans les maladies rares, toujours un autre exemple vraiment pris du quotidien, dans plusieurs villes, pas uniquement dans notre centre de génétique à Strasbourg. Bien sûr, on l'a dit, il y a une grande partie des patients qui n'ont pas de diagnostic, environ la moitié. Parmi ces patients-là, il y en a qui ont un trouble du développement intellectuel sévère pour lesquels on n'a jamais eu de diagnostic, pendant parfois plus de 10 ans, malgré toutes les analyses génétiques disponibles, y compris l'exome. Et puis récemment, l'an dernier, début 2024, a été identifié un nouveau gène de trouble du développement intellectuel qu'on appelle RNU42, qui code pour un petit ARN. Et ce gène-là, qu'on ne connaissait pas du tout auparavant, l'équipe qui finalement a identifié cette première mutation, par réflexe, a recherché cette mutation, ou en tout cas des mutations de ce gène-là, chez d'autres patients qui n'avaient pas de diagnostic. Et la surprise, alors c'est allé très très vite, il y a eu un engouement, parce que finalement, c'était extrêmement nouveau et un peu révolutionnaire, un engouement au niveau national et international, et à notre niveau en France, le fait de réanalyser des patients. L'année dernière, on était quand même en 2024, qui n'avaient pas de diagnostic moléculaire, mais chez qui on suspectait une maladie génétique, le fait de les réanalyser leurs données de génome, a permis d'identifier non seulement une mutation dans ce gène, mais quasiment la même mutation chez tous. Et au final, chez plus d'une centaine, voire même, ça s'approche des 150 patients français avec cette même mutation. Et évidemment, c'est réplicable au niveau international. Donc, vous voyez, des choses qui avancent vraiment avec le temps. Et tout ça pour dire que finalement, c'est ce que je dis toujours en consultation, un résultat qui est négatif, d'analyse génétique négative, même en 2025, ça n'exclut pas une origine génétique. Et donc, on propose toujours aux gens de revenir nous voir. Alors évidemment, il faut laisser un petit peu de temps pour que la science avance et qu'il y ait des nouvelles découvertes, mais ça n'exclut pas une maladie génétique. Et puis en 2 mots, pour terminer, quand est-ce que finalement on peut consulter dans un service de génétique, en tout cas dans le cadre du TDI, n'importe quel patient ou patiente qui a un TDI qui est inexpliqué, pas par une cause acquise, on entend par là, et puis qui peut avoir d'autres signes, soit d'autres TND, de l'épilepsie, des troubles du sommeil, un TSA, mais aussi des troubles de la croissance, on l'a vu, des malformations, pour savoir si finalement il y a une cause génétique à cela. L'autre situation, c'est lorsqu'il y a des antécédents familiaux, on l'a vu bien sûr, de TDI. Et puis, la troisième situation qu'on est amené à rencontrer, ce sont des gens qui viennent pour un conseil génétique, une demande de conseil génétique, soit parce qu'il y a déjà une mutation identifiée chez, on l'a vu tout à l'heure avec la sœur qui avait un enfant, un frère atteint, une mutation identifiée dans la famille, et donc un patient, une patiente qui vient nous voir en nous demandant est-ce que moi j'ai un risque d'être porteur de cette mutation porteuse et de développer cette maladie, et ou de la transmettre à ma descendance, j'aimerais le savoir. Et puis, c'est valable pour d'autres maladies, pas que le TDI.
Et puis d'autres situations où finalement on a un couple, des parents qui viennent et qui ont un enfant atteint d'une maladie rare, prouvé comme étant d'origine génétique, il y a une mutation identifiée, une anomalie identifiée chez cet enfant-là. Et quel que soit le statut des parents, qu'ils soient porteurs ou pas porteurs, ces parents viennent nous voir pour savoir si, il y a un risque dans le cas où ils souhaiteraient avoir un deuxième enfant, que ce deuxième enfant soit atteint, et s'il y a un risque, est-ce qu'on peut éviter ce risque et comment? Alors, la chose sur laquelle j'insiste, c'est que la consultation de génétique, elle est indiquée s'il y a une demande parentale. Alors, je précise, je veux dire par là qu'il arrive que des familles viennent nous voir finalement, qui n'ont pas forcément de demande, ça m'arrive régulièrement, mais qui ont été orientées parce qu'on leur a dit, voilà, qu'il fallait faire des analyses génétiques. Et c'est là où je corrige un peu le discours. Les analyses sont là, elles sont disponibles. Techniquement, la technique est disponible aujourd'hui en France, puis on a la chance d'être quand même assez à la pointe, et que ce soit pris en charge, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, remboursé. Mais par contre, ça n'a rien d'obligatoire, bien évidemment. Déjà, tout n'est pas d'origine génétique, et quand bien même ça le serait, on le fait si les patients et les parents le demandent. Hein. Donc, c'est vraiment une question qu'on demande en consultation. On a le temps d'en discuter, on a des consultations longues, on a de la chance. Et de la même manière, comme le disait Amélie tout à l'heure, l'analyse génétique n'est pas systématique. Il arrive qu'il y ait des gens, des patients qui soient adressés, pas toujours pour la bonne indication. Et donc, à l'issue de notre consultation, que je n'ai pas détaillée, mais qui ressemble à une consultation médicale classique, hein, ou même de pédiatrie classique, si ce n'est qu'on s'attarde un peu sur l'arbre généalogique, mais sinon, on examine les patients, aussi bien sur le plan de la croissance, du développement moteur, du langage, etc. Si à l'issue de cette consultation, on estime que l'analyse génétique n'est pas indiquée, elle ne sera pas forcément réalisée. Donc, ce n'est pas systématique. Pour conclure, finalement, quelque chose que vous savez déjà tous déjà, notamment ceux et celles qui sont concernés par un trouble du neurodéveloppement, un TDI, la prise en charge des enfants et des adultes, elle est multidisciplinaire. Nous, on est là, certes, mais on n'est absolument pas seul. Au contraire, toutes les équipes que vous voyez là, dans la vraie vie, c'est vraiment avec ces collègues que nous collaborons au quotidien, que ce soit au niveau médical, paramédical, mais aussi au niveau socio-éducatif, les associations de patients et bien sûr toutes les personnes qui nous aident et qui aident les parents dans le cadre de la rééducation de leur enfant. Hein, donc c'est vraiment un tout et c'est un réseau, c'est important de le rappeler parce qu'on a tous besoin les uns des autres finalement pour avancer. Et donc, en conclusion, la génétique, on vous l'a dit, il y a de très, très nombreux progrès, ça va très vite, mais il reste quand même beaucoup d'inconnus qui subsistent. On ne connaît pas tous les gènes dans le TDI, on ne connaît pas tous les mécanismes mutationnels, probablement. Et puis, les patients. Il y a de nombreuses familles qui sont encore en errance diagnostique et qui demandent un conseil génétique pour lesquels on n'a pas encore de réponse. Et voilà, donc ça, c'était simplement pour vous dire qu'on a tous finalement besoin les uns des autres, c'est-à-dire que nous, on a besoin de la recherche pour nos patients qu'on suit en consultation, pour leur apporter une réponse, mais à la fois la recherche sans les patients, elle n'existerait pas. Hein, donc c'est un tout, et nous, on a la chance de côtoyer tout cela donc à l'IGMA, l'Institut de génétique médicale d'Alsace, ça s'y prête très bien parce que le laboratoire est tout prêt et nos consultations sont sur place. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Il y a une question qui dit, si je comprends bien, le point de départ est le TDI pour une consultation de génétique, le TSA sans DI n'est pas concerné. Le TSA sans DI, oui, c'est une bonne question, ça revient effectivement assez souvent. C'est une question qui n'est pas facile dans le sens où, pour nous, si vous voulez, effectivement, on est parti, on va prendre la question dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de patients pendant longtemps en consultation qui avaient un TSA sans déficience intellectuelle et on va dire, dans notre jargon, on dit non syndromique, c'est-à-dire qu'il serait dit isolé. Je prends l'exemple d'un enfant qui a effectivement un trouble du spectre de l'autisme qui a été bien documenté, qui a eu plusieurs bilans fonctionnels. Il n'y a pas de déficience intellectuelle et c'est un enfant qui n'a pas de malformation, qui n'a pas de particularité dans la morphologie, donc pas de dysmorphie faciale comme on dit nous, pas d'autres anomalies, c'est complètement isolé. Et effectivement, chez ces enfants-là, voire même des adultes et voire même maintenant des familles, on s'est beaucoup intéressé au TSA, à Strasbourg comme ailleurs. On a fait de nombreuses analyses génétiques, parfois on est allé jusqu'au génome, et même dans des familles avec de véritables finalement arbres généalogiques dans lesquels on voit une distribution de plusieurs personnes avec un TSA dit isolé, eh bien, on ne trouve pas. Il faut dire ce qui est, on n'est pas bon. Alors, je laisserai Amélie parce qu'elle est meilleure que moi pour répondre à cette question au niveau moléculaire. Et c'est un petit peu en partant de ce postulat, après de nombreuses années, on s'est aperçu qu'on n'était pas efficace à ce niveau-là et que finalement,
on ne trouve pas. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là que je dirais les choses. C'est pas indiqué dans ce sens-là, mais je laisse Amélie compléter. Oui, oui, tout à fait d'accord. Donc, devant un TSA dit isolé, on préconise pas d'analyse génétique, à part voilà, quelque chose qui pourrait faire suspecter quelque chose lié à l'X Bien sûr. vraiment très précis. Mais sinon, même s'il y a 3 enfants qui ont un TSA dans la famille, bien sûr, il y a des facteurs génétiques, hein, on ne les nie pas, mais comme je vous disais, on est peut-être plutôt dans les formes complexes. Le travail, Benjamin Durand, qui répond à vos questions, qui a accepté gentiment de modérer le chat, a fait une partie une étude là-dessus, justement, pour essayer de savoir quels étaient les facteurs associés au TSA qui faisaient qu'on avait plus de chances d'être dans un cas de forme simple et donc de trouver un diagnostic génétique. Et en fait, il y a eu une étude aussi américaine qui est sortie très récemment là-dessus, où c'est ce que j'ai essayé de vous présenter facilement, c'est-à-dire le fait d'avoir un TDI augmente la chance de trouver parce que ça augmente la probabilité d'avoir affaire à une forme rare, une forme simple, mais il y a aussi d'autres facteurs, par exemple une réduction de la taille de la tête, des troubles moteurs, des traits du visage particuliers, etc., etc. Donc quand il y a ça, alors dans ces cas-là, l'analyse génétique peut être justifiée. Quand c'est vraiment un TSA qu'on va dire idiopathique, enfin isolé et avec un développement vraiment, enfin très classique du TSA, on préconise pas forcément d'analyse génétique parce qu'on pense que les formes complexes sont beaucoup plus importantes. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres formes rares de TSA qui n'aient pas encore été identifiées. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, le rendement diagnostique, on va dire, c'est-à-dire le nombre de personnes chez qui on trouve, est vraiment très faible. Alors là, il y a plein de questions qui arrivent, mais alors il y en a une, c'est avez-vous des patients également avec un TSA concernés par une puberté précoce? Là, je peux répondre rapidement si vous voulez. Tout dépend en fait si le TSA, comme on disait tout à l'heure, il s'inscrit dans une pathologie un peu plus globale. Est-ce que c'est un TSA qui rentre dans le cadre d'un syndrome génétique? Là, en effet, on a des TSA avec des pubertés précoces, mais ce n'est pas le TSA qui donne la puberté précoce. Donc, difficile de vous répondre sur une question, voilà, sur si peu d'informations pour le C'est coup. un symptôme parmi d'autres, finalement. Et on peut avoir une puberté précoce indépendamment du TSA. Donc, il n'y a pas forcément de lien, effectivement. Concernant les syndromes très rares, exemple Visser, Bodmer, communiquez-vous facilement et partagez-vous vos recherches avec vos confrères consoeurs des autres pays. Alors, oui, effectivement, enfin, tu peux aussi répondre à Amélie, mais c'est un petit peu notre quotidien, c'est vrai. On travaille sur beaucoup de pathologies rares. À la fois, c'est très transversal hein, comme spécialité, c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est passionnant, mais il y a à la fois de la recherche et puis le soin. Et à la fois dans le cadre du soin et de la recherche, tout ça se chevauche et donc régulièrement, on est en contact, bien entendu, avec nos collègues au niveau international pour essayer d'aider dans les deux sens. Hein, d'ailleurs, tout le monde collabore ensemble pour essayer d'avancer. Et ça marche très, très bien. C'est une Ouais, discipline. Benjamin, j'ai vu une petite question sur le chat pour le gène AGO2, si je peux y répondre ou bien sûr, j'allais justement. euh, bon, vas-y, je te laisse modérer alors. Non, mais vas-y, vas-y. Oui, vas-y. Donc voilà, il y avait une question, un témoignage d'une personne présente sur une mutation dans le gène AGO2. Donc, alors moi, ce que je vous présentais un peu sur les recherches qu'on fait, on ne travaille pas sur les 1700 gènes impliqués dans les troubles du neurodéveloppement parce que c'est trop, mais on se répartit un peu dans le monde justement. Donc là, au niveau plus fonctionnel et équipe de recherche, il y a des gens qui travaillent sur certains gènes, d'autres sur certains gènes. Alors, tous les gènes ne sont pas pris en charge par des équipes de recherche, mais il y en a beaucoup. Et notamment, nous, on travaille sur les mutations dans le gène AGO1 et de façon assez en collaboration importante avec des gens qui travaillent en Allemagne sur des mutations dans le gène AGO2. Donc oui, il y a beaucoup de patients diagnostiqués. En France, il y en a quelques-uns et dans le monde, il y en a plusieurs. Et oui, n'hésitez pas à nous contacter je peux vous mettre en contact avec les chercheurs au niveau qui sont en Allemagne, qui travaillent spécifiquement sur AGO2 et on a aussi des familles AGO2 en France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, le diagnostic des formes rares augmente énormément et donc on commence à avoir, vous pouvez aussi aller sur les forums maladies rares ou ce genre de choses, parfois sur des pages Facebook, hein, tapant le nom du gène, vous pouvez tomber sur des groupes qui ont été constitués. Donc il y a de plus en plus de groupes et ou d'associations pour des formes rares de TND qui se constituent. Donc il y a moyen d'échanger facilement, de plus en plus facilement avec les familles. Donc j'ai vu rapidement passer, il y avait plusieurs questions sur ce qu'apportent les études de jumeaux et quid des jumeaux. Donc effectivement, les études de jumeaux, c'est vraiment un peu la base dans l'étude des facteurs, on va dire des troubles où on pense qu'il y a des facteurs génétiques qui sont impliqués pour essayer de faire la part de l'environnemental versus le génétique. Donc pour vous dire en fait, donc on va prendre en fait des jumeaux. Il y a 2 types de jumeaux qui existent. Hein. On va avoir ce qu'on
les jumeaux qui vont être dits monozygotes. Donc, c'est vraiment, ils sont issus de la même fécondation, donc ils ont le même matériel génétique, à ceci près qu'ils pourraient accumuler d'autres variations génétiques après, mais en tout cas, ils ont pratiquement 100% de leur matériel génétique en commun. Non, j'arrive pas à le sélectionner. Et des jumeaux qu'on va dire dizygotes, où là, en fait, c'est issu de deux fécondations différentes. Donc, en fait, ils ont comme un frère et une sœur, sauf qu'ils ont été dans la même, enfin, ils ont eu la même vie intra-utérine, on va dire, enfin, exposés aux mêmes facteurs environnementaux. Puis après, on estime que pendant leur enfance, comme ils ont le même âge, ils vont aussi avoir des choses partagées, de l'environnement partagé. Mais eux, comme c'est deux fécondations, ils partagent le matériel génétique comme un frère et une sœur, donc 50%. Et donc, en fait, ce qu'on va faire en génétique, c'est qu'on va essayer de voir s'il y a une différence entre les jumeaux qui partagent 100% du matériel génétique, donc les monozygotes, et ceux qui partagent 50%, les dizygotes. Et on estime que vu qu'ils partagent à peu près le même environnement, ils ont vécu la même vie intra-utérine et après, etc., en fait, il n'y a pas de raison que la seule raison qui peut faire que l'une des paires de jumeaux, c'est-à-dire les monozygotes, les vrais jumeaux, euh, soit plus les deux atteints qu'une paire de jumeaux dizygotes, donc des faux jumeaux, et ben c'est le fait qu'ils partagent 100% de leur patrimoine génétique en commun. Et donc, on va regarder, je vous donne un exemple pour l'autisme. On estime que pour l'autisme, on va regarder plein de paires de jumeaux et on va regarder à chaque fois qu'il y en a un qui présente ce TND, est-ce que l'autre présente un TND? Et donc, pour l'autisme, dans 80% des cas, des vrais jumeaux, donc des jumeaux monozygotes, quand il y en a un qui a un TND, l'autre a un TND aussi. Alors que si on prend des jumeaux dizygotes, des faux jumeaux, on va dire c'est plutôt de l'ordre de 3 à 8% des cas, ou quand il y en a un qui a un TND, l'autre a un TND. Et donc, la différence entre les deux, pour nous, s'explique principalement par la contribution des facteurs génétiques, par le fait que dans un cas, ils ont 100% du patrimoine génétique en commun et dans l'autre cas, ils en ont que 50%. Et donc ça peut être pour les TSA. Si on regarde les mêmes choses, par exemple, pour le TDAH, pour même les troubles 10, on est aussi on est aussi dans des grandes proportions de concordance de vrais jumeaux, donc 70, 80, 85% des cas, quand un des vrais jumeaux est atteint, l'autre est atteint aussi. Ça nous montre vraiment qu'il y a une contribution très, très importante de ces facteurs génétiques. Et ces études de jumeaux, elles ont vraiment été la base de la conception qu'on a de l'importance des facteurs génétiques, de l'héritabilité. En fait, c'est comme ça qu'on calcule l'héritabilité dans ces troubles du neurodéveloppement plus complexes. Il y a pas mal de questions, ça je pense tous les deux vous allez pouvoir y répondre, sur les autres troubles type psychiatrie, schizophrénie, dépression. Voilà, qu'est-ce qu'on en sait au niveau génétique? Bon, c'est pas du tout notre domaine, mais on va voir ce que vous avez à répondre là-dessus aussi. C'est pareil, les études de jumeaux ont été aussi faites sur la schizophrénie, par exemple, sur les troubles bipolaires. Et en fait, on est à peu près dans les mêmes ordres d'idées, hein, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une contribution très, très importante des facteurs génétiques aussi dans ces troubles. Mais là, pareil, hein, ça reste des choses. Vraiment, à mon avis, il y a quelques formes génétiques rares qui ont été identifiées, notamment dans des cas de schizophrénie, et plutôt des schizophrénies juvéniles, hein, qui vont apparaître tôt dans l'enfance et qui parfois peuvent se chevaucher un peu avec le TSA. Mais la plupart du temps, ça va être des formes plus complexes. Donc, on est vraiment dans ce côté facteurs de risque, facteurs environnementaux. Et j'avais vu une question, peut-être pour rebondir là-dessus, sur finalement, où est-ce qu'on en est de cette progression de la compréhension des facteurs environnementaux impliqués dans les TSA? En fait, pour vous dire qu'il y a une cohorte française bon, il y a des études à l'international, mais en France, il y a une grande cohorte française qui s'est constituée, qui s'appelle la cohorte Marianne, hein, qui est coordonnée par Montpellier, le centre de Montpellier. Et justement, leur rôle, leur but, c'est ça. Alors, nous, on participe au niveau génétique, il y a plusieurs centres qui participent. Leur rôle, c'est d'essayer de collecter des données de la grossesse jusqu'à après, de plein d'enfants qui vont ou non développer un TND et un TSA en particulier, et de regarder à quoi ont été exposées les mères pendant la grossesse, l'exposition après, pendant la petite enfance, etc. Et qui vont combiner des analyses d'exposomes, enfin des facteurs environnementaux et des analyses génétiques. Et on espère que grâce à ça, on comprendra mieux finalement certains facteurs de risque environnementaux, comment ça peut soit s'additionner à des facteurs génétiques ou alors au contraire se multiplier, hein, parce que c'est pas forcément que des effets additifs. Et donc voilà, on espère que ça va nous faire progresser un petit peu là-dedans. Si la découverte de l'imitation d'un gène apparaît et permet un diagnostic, les familles concernées n'ayant pas eu de diagnostic lors de la première consultation ne seront pas recontactées, point d'interrogation. Alors effectivement, c'est important d'éclaircir ce point. Donc non, malheureusement, on n'a pas la possibilité, on n'a pas les moyens finalement techniques et humains pour faire ça.
parce qu'on n'a pas de... Voilà, techniquement parlant, ça serait compliqué à mettre en œuvre, mais ça serait l'idéal, hein, de pouvoir avoir une base de données où finalement, à chaque fois, quelqu'un peut rentrer tous les résultats et quand c'est négatif, avoir une sorte de rappel automatique. Mais ça, non, ça n'est pas possible pour le moment, en tout cas en France. Donc, c'est pour cette raison qu'on demande aux gens, on leur conseille en tout cas, à la fin d'une consultation, quand on n'a rien identifié, tout dépend du type d'analyse génétique, bien sûr, mais ceux qui ont eu une analyse des chromosomes, qui n'ont pas eu autre chose, si vous entendez parler de ça, bien sûr, il faut leur dire que vous pouvez reconsulter dans un service de génétique parce qu'il y a eu des avancées dans la technologie, dans les analyses qu'on peut proposer en consultation. Mais voilà, donc c'est plutôt aux patients de reprendre contact avec le généticien. Alors après, le délai est variable, hein, bien sûr, tout dépend quand est-ce qu'il l'a vu, mais qu'il a été vu. Mais après, on pourra vous répondre. Voilà, chaque généticien peut répondre. On est bah non, on s'est vu il y a 6 mois, c'est peut-être un petit peu juste. Attendons 6 mois de plus. Et puis voilà, tout dépend. Mais c'est aux familles de reprendre contact, effectivement. Ouais. Il y a une autre question, c'est pour quelle raison il y a un centre expert qui a lancé une campagne de prélèvement pour les TSA isolés. Si Amélie, tu nous as dit qu'en fait on ne trouvait pas grand-chose de monogénique dans les TSA isolés. Oui, alors effectivement, par exemple, il y a un centre à Paris qui s'intéresse beaucoup à cette génétique des TSA et des TSA isolés en particulier. Et donc, il y a un intérêt, en tout cas pour la recherche, hein, je vous dis au niveau populationnel, c'est intéressant d'identifier ces facteurs de risque. Donc l'étude génétique peut être intéressante pour faire progresser la recherche sur l'architecture génétique des TSA. Mais il faut savoir que le retour individuel n'est pas garanti et sera dans un faible pourcentage de personnes. Mais il y a toujours un intérêt, et puisqu'on sait que ces facteurs de risque sont hyper importants et contribuent énormément, il y a intérêt à faire ces études génétiques pour mieux comprendre l'architecture génétique. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut différencier. Alors parfois, il peut y avoir un flou entre la recherche et le diagnostic. Là, nous, on vous parlait vraiment plutôt de l'aspect diagnostic. Donc, en dehors d'un projet de recherche, dans l'aspect diagnostic, on pense qu'un TSA isolé, on ne trouve pas beaucoup, et donc du coup, c'est pas forcément très pertinent de faire une analyse génétique. S'il s'agit d'une analyse pour la recherche, c'est différent parce qu'effectivement, ça va permettre de faire progresser la connaissance de la génétique des TSA. Ami, il y a beaucoup de questions maintenant que tu as lancé un petit peu le sujet sur les associations de patients. On parle de Phélan-McDermid, on parle de CUL3. Est-ce que tu pourras répondre à chaque personne si tu as les J'ai réponses? vu. Pour Euh, ça, je crois que c'est beaucoup oui. Robert Debré qui travaille sur, entre Non, autres. Hein. Phélan-McDermid, non, c'est Robert Debré, ouais. Ouais, CUL3 à Nantes, hein, il faudrait contacter Nantes, qui est le labo, et aussi les cliniciens experts de tout ce qui est CUL3, CUL4B, etc. Alors effectivement, ça va être peut-être, je ne sais pas si on a accès ou je peux rester après 5 minutes pour essayer de voir si je peux donner un peu des pistes pour contacter. Après, vraiment le plus simple, alors bon, enfin, faut avoir effectivement un compte Facebook. En ce moment, on ne sait pas si on a envie d'avoir un compte Facebook, mais euh, c'est de regarder sur Facebook. Vous tapez nom de votre gène et mutation et normalement, vous voyez s'il y a une association ou en tout cas un groupe de familles qui est déjà connecté. Après, le truc plus officiel, c'est le forum maladies rares où là, vous pouvez poster quelque chose et pareil, les familles peuvent aller voir et donc c'est classé par gène et vous pouvez voir s'il y a des gens euh, qui ont, euh, qui ont des mutations dans le même gène qu'on posté aussi. Il y a des questions sur les thérapies géniques, mais alors là, c'est très complexe aussi parce que je te laisse répondre, mais alors là, on ne pourra pas faire une réponse globale pour le coup. Non, alors peut-être juste dire que pour l'instant, sur les 1700 causes génétiques rares de TND, alors on parle de thérapie génique, on parle vraiment des cas sévères, hein, là, d'accord, on n'est pas qui justifierait une approche de thérapie génique. Il y en a pas beaucoup en fait, des approches de thérapie génique qui sont vraiment approuvées. Pour les TDI, pour l'instant, à ma connaissance, il y en a pratiquement pas. Qui a montré une efficacité. Il y a des choses qui sont en cours, il y a des essais cliniques qui sont en cours pour certaines choses qui peuvent être soit de la thérapie génique, soit des approches pharmacologiques, hein. On n'est pas forcément dans la thérapie génique. Par exemple, le syndrome de l'X fragile qui a été identifié maintenant il y a 30 ans, il y a pas mal de labos qui travaillent dessus. Il y a quelques essais cliniques qui ont eu lieu ou qui maintenant sont en train de se développer. Euh, Juste peut-être, parce que ça c'est mon côté chercheur qui me fait dire ça, mais qu'avant d'envisager une thérapie génique, il faut être sûr de bien comprendre l'impact des variations sur le développement du cerveau. Donc déjà, quelles sont les phases affectées? Si par exemple c'est une phase très précoce du développement du cerveau, ben, après le diagnostic, la thérapie génique n'aura pas d'effet. Et puis autre chose, on va avoir des mutations qui vont avoir des variations génétiques qui vont avoir différents effets. Il y en a qui vont inactiver la fonction du gène, qui vont faire que le gène ne fonctionne plus. Alors là, dans ces cas-là, on pourrait penser à supplémenter
en gènes en fait pour refabriquer la protéine. Mais on va aussi avoir des variations qui vont faire qu'on a la fabrication d'une protéine qui elle est anormale et vient perturber tout le système. Et là, du coup, ça sert à rien de rajouter la variation, le gène, pardon, ça sert à rien de supplémenter avec le gène. En fait, il faut au contraire inactiver l'effet de la variation. Donc, il faudrait plutôt cibler les protéines pour qu'elles ne puissent plus, ces protéines mutantes pour qu'elles ne puissent plus agir. Et donc, en fait, on a besoin de comprendre déjà comment toutes ces variations fonctionnent. Et comme il y a 1700 gènes et que même à l'intérieur d'un gène, on peut avoir des variations qui ont des effets différents, on a beaucoup, beaucoup de travail en recherche pour essayer déjà de comprendre ça. On peut pas, c'est pas parce qu'on a identifié le gène qu'on va pouvoir, comme ça, lancer un test de thérapie génique directement. Et la deuxième chose, c'est que la thérapie génique, hein, qui demande d'aller rajouter de d'aller rajouter de l'information génétique via des vecteurs viraux, des vecteurs nanoparticules, etc., a beaucoup de mal à cibler les cellules du cerveau. C'est pas non plus sans risque. Donc, en fait, voilà, c'est un petit peu compliqué la thérapie génique. Les troubles du neurodéveloppement ne sont pas la meilleure cible de thérapie génique, je pense. Alors, je sais pas si Salima, tu veux compléter. Non, 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 je te rejoins complètement. Pour compléter tout à l'heure, il y avait pour les associations, vous pouvez contacter Maladies Rares Info Service. Alors, ça fait longtemps que je ne les ai pas contactés, mais je pense que ça fonctionne toujours, qui est très généraliste, hein, du coup, mais qui peut vous guider. Normalement, elle recense, c'est une plateforme, une association, je ne sais pas très bien, qui recense un petit peu justement toutes les associations, tous les groupes, voire même les blogs. Parce que je sais qu'on avait adressé un jour une famille qui ne voulait pas forcément créer une association à proprement parler pour cette maladie rare, pour une maladie rare donnée, mais peut-être un blog. Donc, ça peut être utile. Et puis, je vois une autre question sur si on a la possibilité de déterminer les axes d'accompagnement social et sanitaire pendant une consultation. Alors, pendant une consultation à proprement parler, tout dépend quel est le type de consultation, parce qu'on voit les patients une première fois pour une évaluation clinique, parfois on prescrit une analyse et puis on est amené à se revoir. Et quand on revoit un patient ou une patiente et qu'on a un diagnostic, ou même quand on n'a pas de diagnostic d'ailleurs, dans tous les cas, mais on peut proposer un suivi qui est quand même multidisciplinaire, comme on est centre de référence, c'est aussi l'intérêt. On a par exemple dans notre service la chance d'avoir une pédiatre, neuropédiatre, le docteur Philippe, qui consulte chez nous et qui nous aide justement pour prendre en charge, enfin, pour compléter finalement le suivi des enfants qui sont déjà en général très bien suivis, mais qui permet un suivi un peu généraliste et à la fois spécialisé sur une pathologie rare, sur la pathologie rare. Et donc les enfants reviennent en général une fois tous les ans, peut-être tous les 2 ans, la voir et comme ça, voilà, elle peut coordonner un petit peu le suivi. Et puis après, on travaille en lien avec notre assistante sociale, les psychologues, et puis bien sûr les établissements qui prennent en charge des enfants. Donc oui, on fait le point en consultation. Parfois, ce sont des consultations dédiées qui sont indépendantes du rendu du résultat, quoi. On ne peut pas tout faire en une seule consultation souvent. On a aussi beaucoup de questions sur le lien TDAH, TSA. Bon, on en a quand même pas mal discuté, mais je sais pas si tu voulais rebondir un peu dessus, Salima. Bah, à vrai dire, je ne serais pas forcément la meilleure personne placée pour en discuter. On sait que ça fait partie des TND complexes qui sont souvent associés ou pas d'ailleurs, hein, parmi d'autres TND. J'ai vu passer tout à l'heure des questions sur les multidis. De la même manière, on rentre un peu dans les pathologies complexes dont parlait Amélie tout à l'heure, hein, où on n'a pas vraiment la clé. Il y a probablement des facteurs génétiques, souvent d'ailleurs, hein, dans une même famille. Quand on pose la question aux parents, ils nous disent: ah bah oui, je me retrouve un peu, ça me ressemble quand j'étais petit. Pour autant, on n'a pas souvent quelque chose de monogénique. Hein, monogénique, vraiment main des liens, une maladie ou quelque chose qui se transmet verticalement de manière évidente et qui à chaque fois se transmet de la même manière. C'est plus complexe que ça. Aujourd'hui, en tout cas en 2025, peut-être que dans 10 ans, on dira autre chose. Je rebondis, il y avait un commentaire, bon, on ne pourra pas prendre tous les cas particuliers, mais par exemple, il y avait un commentaire sur une famille où il y avait plusieurs personnes avec TDAH ou TSA sans DI. Et donc là, on est vraiment dans ce cas-là, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il faut une recherche génétique? Ben, là, il n'y a pas forcément les critères qui font penser à une forme de maladie rare. Donc oui, il y a des facteurs génétiques dans la famille, clairement, mais c'est pas sûr qu'une analyse génétique soit pertinente dans ce cas-ci. Il y a des questions sur Gilles de la Tourette, mais ça, on va pas s'exprimer dessus parce qu'on n'est pas du tout expert de ce genre de pathologie pour le coup. Donc, Non, on va du tout. discuter Puis avec les quatre. on est aussi dans les pathologies voilà, un petit peu complexes et dont on n'a pas de réponse bien nette aujourd'hui. Il y a des pistes, hein, mais Et on avait aussi une question pour revenir sur le PFMG, Amélie, où il disait faut-il proposer une constellation génétique à tous les TSA? Alors, ça, c'est Alors, oui, alors c'est là que ce qui est un petit peu ambigu, c'est qu'effectivement, on n'a pas forcément tous les mêmes discours en fonction des centres. Donc, moi, j'ai des collègues, par exemple, qui ont des discours, et notamment les collègues de Paris, hein, qui ont un vrai intérêt dans la recherche de l'autisme, qui disent, ah oui, il faudrait en faire pour tout le monde. Donc, ça, c'est leur vision
on va dire, surtout des psychiatres, hein. Il y a des psychiatres qui disent, ah, ça serait hyper intéressant, on comprendrait mieux la génétique pour tous les TSA. À titre personnel, analysant moi-même les analyses génétiques du plan France médecine génomique pour les TSA isolés, donc sans DI, je peux vous dire que le taux de diagnostic, enfin, le nombre de familles pour lequel on trouve, il est vraiment très, 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 très faible. Donc, je ne dirais pas qu'il faudrait pour tous. Je pense que dans un premier temps, en tout cas du point de vue diagnostic, il faut privilégier ces formes TSA plus quelque chose qui évoque avec les critères qui ont été publiés récemment, qui évoquent une forme simple, enfin, qui augmente la probabilité d'avoir une forme simple impliquée. Après, oui, je sais qu'il y a des gens qui poussent à ça parce qu'au niveau recherche, ça va être intéressant d'avoir ces données. Mais donc, c'est vraiment à cette frontière diagnostic-recherche, à mon sens. Donc, en tout cas, nous, à Strasbourg, on a appris avec justement mon collègue Benjamin Durand, qui a fait cette étude aussi justement pour voir dans quel cas on trouvait plus chez les patients avec troubles du spectre de l'autisme. On s'est tous mis d'accord pour se dire qu'on ne pousse pas à l'analyse de tous les TSA isolés. Parce que ça embolise un petit peu le système de diagnostic qui déjà a beaucoup d'analyses à faire et qui du coup, ça va être au détriment d'une analyse pour des gens qui vont avoir un TDI, par exemple, sévère, où pour le coup, il y a plus de formes rares, donc on a beaucoup plus de chances de trouver quelque chose. Donc il faut, alors si on avait des moyens humains gigantesques, Oui, oui, bien on sûr. pourrait tester tout, mais en fait pour l'instant c'est pas le cas. Donc c'est pour ça on pense que on doit quand même restreindre un petit peu à l'analyse génétique, à des cas où on est plus susceptible de trouver quelque chose et donc Répondre. qu'elle ait du Oui. sens. C'est ça, d'apporter une réponse. Puis on a déjà des délais, malheureusement, qui sont trop longs, qui ne sont pas acceptables, hein, mais du fait qu'on n'est pas assez nombreux pour répondre à la demande, en fait. Je vous rejoins complètement. Il y a une question sur les phénomènes épigénétiques, si tu les étudies, Amélie. Alors, moi, à titre personnel, non, pas forcément. En fait, on va regarder la variation de l'expression des gènes. Donc, on va regarder l'impact des variations sur comment ils modulent l'expression d'autres gènes, mais on ne regarde pas à proprement parler les marques épigénétiques. On va les regarder juste dans certains cas parce qu'on sait qu'il y a des formes rares de TND avec des mutations dans des gènes identifiés et ces gènes eux-mêmes ont une fonction dans la régulation épigénétique et donc on sait que ça va induire des modifications au niveau épigénétique et donc là on peut avoir un intérêt de les regarder en particulier. Mais nous on ne fait pas d'études globales de l'ensemble des personnes en regardant les marques épigénétiques, non. Il y a des laboratoires de recherche qui font ça, qui sont vraiment spécialisés dans l'épigénétique et qui prennent, par exemple, des cohortes de personnes avec TSA ou sans TSA et qui essayent de regarder des choses. Mais nous, non, de façon globale, on ne fait pas ça. On le fait qu'au cas par cas quand ça peut répondre à la question, par exemple, est-ce que la variation identifiée affecte vraiment la fonction du gène et donc responsable du TND? Là, on va de temps en temps avoir recours à l'épigénétique, donc aller regarder ces informations. Il faut savoir qu'aussi au niveau technologique, pour l'instant, l'analyse de génome qu'on fait actuellement via le plan France médecine génomique, hein, c'est une analyse de génome qui ne permet pas de regarder ces variations génétiques. On a juste les lettres A, T, C, G, mais on n'a pas si ces lettres sont modifiées, puisque c'est ça les variations épigénétiques. Mais dans l'avenir, on a des nouvelles technologies qui se développent comme le séquençage long fragment, qui eux vont nous permettre d'analyser en plus les marques épigénétiques. Donc on aura toute l'information d'un coup, la séquence d'ADN et les marques épigénétiques. Donc je pense que là, ça va se démocratiser plus de regarder ces marques et l'implication de ces marques. Il y a une question de sémantique assez intéressante, je trouve. C'est, on parle de maladies et de troubles, est-ce que c'est pareil pour nous? Ah, j'ai peut-être pas compris la question. On parle de maladie. Quand on dit une maladie ou un trouble, Ah, voilà, est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'on voit une petite différence? oui. Je suis assez d'accord. Si, En fait, si. parfois, on utilise un peu les deux termes de manière un peu pour switcher un petit peu les termes, mais Oui, ça si, n'a pas si. forcément. La maladie, ça a plus une connotation peut-être un peu plus péjorative parce que tout le monde ne se sent pas malade, tout dépend de ce dont on parle évidemment, mais oui, on peut, sans faire forcément attention, peut-être par abus de langage, utiliser l'un ou l'autre, c'est possible, effectivement. C'est Je exactement ça. voyais une dernière question d'une personne qui disait que dans une même famille, il peut y avoir par exemple un enfant qui a un TSA isolé et puis un cousin ou une cousine qui a quelque chose d'un peu plus sévère avec une DI voire une épilepsie, est-ce qu'on verrait l'enfant qui a le TSA isolé? Dans une situation comme ça, typiquement, on demanderait à voir le cousin ou la cousine qui a l'ADI, enfin le TDI, avec l'épilepsie. Parce que comme on l'a dit, on est dans une pathologie plus simple à diagnostiquer, ce qui ne veut pas dire qu'on aura forcément un diagnostic moléculaire au bout, hein, mais en tout cas, on a plus de chances de trouver. Et dans un second temps, si on trouve chez ce cousin ou cette cousine, en fonction du mode de transmission, parce qu'on ne les a pas tous détaillés, et du mécanisme,
Si c'est indiqué, s'il y a un risque pour l'enfant dont on parlait avant, qui a le TSA isolé, on peut remonter et éventuellement rechercher de manière ciblée. Mais il faut faire le diagnostic d'abord chez la personne qui est plus à même finalement d'avoir un diagnostic d'anomalie génétique, si tant est qu'il y en ait une. J'avais juste peut-être un petit truc à préciser sur cette notion de trouble versus maladie, ou même parfois juste dans certains cas de TSA, de Ouais, effectivement. neuroatypie. En fait, Oui, c'est vraiment un spectre de choses qui va dépendre de l'impact et du retentissement quotidien pour la personne et sa famille, en fait. Des cas de formes rares qu'on vous a présentés, moi je vous ai parlé du syndrome d'Irka, par exemple, c'est une forme vraiment sévère avec une absence de langage. Enfin, c'est vraiment et puis avec d'autres manifestations qui vont aussi toucher les autres organes, pas seulement le cerveau. Donc là, on peut parler de maladie vraiment dans ce cas-là, ça semble justifié pour la personne et pour sa famille. Après, il y a des cas évidemment où ça va plus être des troubles et il y a des cas où on est vraiment même pas dans le trouble en fait, peut-être dans la différence et dans la neuroatypie. Donc on a vraiment toutes ces différentes choses. Donc c'est très difficile quand on fait nous nos présentations parce que ce qu'on a essayé de vous présenter aussi, c'est la variabilité en fait de ces différents troubles du neurodéveloppement. Donc nous, on travaille plus sur les formes rares génétiques qui, elles, sont souvent plus sévères et qui sont peut-être plus du domaine de la pathologie ou de la maladie que de la neuroatypie. oui, c'est vrai qu'on oublie de le dire que le TDAH et le TSA, finalement, dans toutes ces formes, ne sont pas rares au final. Au contraire, Et il avec y avait une, des degrés de sévérité très très variables, hein, bien sûr, c'est un éventail, hein, mais ça Il y concerne. avait une question sur Gilles de la Tourette. Alors nous, c'est pas à nous de nous positionner si ça fait partie des TND dans le DMS, dans le DSM-5, c'est pas notre spécialité. Nous, on peut répondre sur la génétique parce que c'est plus notre spécialité. Donc effectivement, il y a des facteurs génétiques très très importants dans le Gilles de la Tourette et on sait que certains des facteurs de risque génétiques qui ont été identifiés pour Gilles de la Tourette sont aussi des facteurs de risque pour d'autres TND. Donc en tout cas, au niveau génétique, dans ces formes complexes, il y a effectivement un chevauchement. Benjamin, toi qui as suivi les questions, est-ce que tu vois Alors une là, question il y a une question, brûlante? mais c'est toujours des questions en fait impossibles à répondre. On dit qu'on guérit d'une maladie, alors c'est pas forcément vrai, on guérit pas forcément toujours d'une maladie, mais est-ce qu'on guérit d'un trouble? Alors là, voilà, on reste toujours un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure. Un trouble du spectre de l'autisme, oh oui, on ne guérit pas d'un trouble du spectre de l'autisme parce que ce n'est pas une maladie. Mais c'est très difficile en fait, à répondre comme ça de manière, c'est tellement large en fait qu'on peut pas vous dire oui ou non en fait à ce genre de demande. En tout cas, on peut Non, dire puis non à la phrase qui dit on guérit Voilà, forcément d'une maladie, on guérit pas d'un trouble, ça c'est faux. ça c'est faux Une exactement. maladie rare, elle peut être de tout type et on ne guérit pas forcément d'une maladie. On guérit d'une maladie infectieuse parfois, pas toujours, mais on ne guérit pas forcément d'une maladie. Non. et quand on parle de potentialité de thérapie génique un jour, c'est vraiment pour les formes sévères, hein, c'est-à-dire on prendra pas le risque d'injecter quelque chose dans le cerveau d'une personne qui présente un trouble qui n'est pas une forme très sévère de pathologie, quoi.